Alors, écoutez, je vous souhaite, excusez-moi, la bienvenue en ce jour ensoleillé, mais d'être venu nous retrouver, c'est superbe. Pour, je dirais, une première, effectivement, au Mémorial de la Shoah, mais qui s'imposait en cette année de 50e commémoration de la chute de Phnom Penh et de l'ascension des Khmers rouges. Les événements, enfin cet événement-là en particulier, s'est déroulé le 17 avril 1975, et au printemps dernier, de nombreuses manifestations ont eu lieu. Je saluerai particulièrement le magnifique cycle que Sokofai a organisé au Forum des Images. Je suis allée aussi à l'INALCO écouter quelques conférences, et puis j'imagine qu'il y a eu aussi beaucoup d'autres choses. Donc, nous sommes un peu en retard sur la commémoration, mais je pense que c'était aussi voulu de manière à ne pas forcément entrer en collision, on va dire, avec des événements qui étaient organisés par les survivants eux-mêmes. Donc, avant d'ouvrir cette journée, je suis évidemment pas une spécialiste des événements qui ont eu lieu au Cambodge, donc je ne me permettrai pas de faire une introduction historique. Je vais laisser vraiment Anne-Laure prendre la parole là-dessus, mais je voulais dire que pour nous, c'était vraiment important. Vous le savez, le mémorial est un lieu consacré, et le premier mémorial d'ailleurs en Europe, aux Juifs assassinés. Et c'est un lieu qui, depuis une vingtaine d'années, s'est ouvert à l'évocation, toujours sur un plan historique, toujours aux côtés des victimes, à d'autres génocides et crimes de masse perpétrés au XXe et même au XXIe siècle. Donc, je voulais vraiment remercier un certain nombre de personnes qui m'ont aidé à monter cette journée. Donc, je voudrais d'abord remercier Mona Tuong et Sokofai pour toutes les conversations un peu off que nous avons eues, qui m'ont permis un petit peu d'entrer plus facilement dans le sujet. Et puis, je voudrais remercier Hélène Dumas, qui m'a permis de rencontrer Anne-Laure Poré, et aussi Ariane Mathieu, qui aurait bien voulu être avec nous aujourd'hui, mais qui est aujourd'hui à Blois avec le journal L'Histoire pour lequel elle travaille, et donc je la salue à distance. Je voulais aussi évidemment remercier Véronique Donat, qui est venue me voir il y a 2 ans pour me présenter le travail de Serra, que j'avoue je ne connaissais pas, et avec laquelle aussi j'ai pu beaucoup discuter, et qui nous a, et donc aussi qui m'a permis de lire les livres de Serra aussi, un travail que j'ai vraiment beaucoup apprécié par sa qualité évidemment graphique exceptionnelle, je dirais. Et puis aussi tout le scénario. Alors vous verrez que vous rencontrerez Serra à la prochaine table ronde, et vous pourrez, si vous le désirez, acquérir un de ses ouvrages que je vous conseille vivement. Donc la journée va se dérouler en 3 étapes. Une première étape, c'est aujourd'hui donc une présentation d'Anne-Laure Poré, qui est anthropologue. Anne-Laure Poré est j'arrive pas à savoir si vous m'entendez, est attachée au laboratoire CESPRIN, qui est rattaché à l'école des hautes études en sciences sociales, et elle est membre du comité de pilotage du réseau international des chercheurs à l'épreuve des violences extrêmes. Et elle est notamment l'auteur de La langue de l'encart, leçon khmer rouge d'anéantissement, paru cette année aux éditions de la Découverte, que vous avez ici et que vous pourrez également acquérir à la fin de la conférence, si vous désirez le faire signer peut-être par Anne-Laure. Après cette conférence, nous aurons une séance à partir de 15h30 consacrée à c'est une rencontre et des témoignages. Donc, comme je vous le disais, nous rencontrerons Serra, et nous rencontrerons un couple qui est dans la salle et que je salue, que je remercie d'être venu depuis la Belgique et d'avoir accepté notre invitation, Boony Hung Ong et Ong Tong Hung, son époux, et qui tous 3 seront en conversation avec Philippe Ménard,
que je présenterai au moment de la conférence, mais Philippe Ménard, avec lequel nous avons depuis très longtemps travaillé, puisque je crois même que lorsque j'ai commencé ici en 2005, nous avons déjà fait beaucoup de rencontres autour des manuscrits des Sonderkommando d'Auschwitz. Et à la fin de la journée, Sokofai nous présentera et nous projetterons le film L'image manquante de Ritipan. Et à l'issue de la projection, vous pourrons discuter avec Sokofai sur le film et sur l'histoire que ce film raconte. Donc voilà, je vous remercie beaucoup. Je vous remercie aussi de penser à éteindre vos téléphones, parce que c'est toujours un petit peu dérangeant. Enfin, éteindre, on tous le mettre sur silencieux si vous voulez bien. Et je vous laisse, Anne-Laure, la parole. Merci, bonjour à tous, bonjour, et merci d'être venus par ce beau soleil écouter des choses pas très rigolotes à entendre. Je vais me concentrer sur la prise de Phnom Penh aujourd'hui, donc qui a eu lieu il y a un peu plus d'une cinquantaine d'années, pour tout un tas de raisons que je vais vous expliquer, mais aussi parce qu'en fait, sur le déroulement, sur ce qui s'est passé, je trouve que ça mérite que vous entendiez les invités qui vont suivre. Et voilà, ils vont vous raconter très concrètement comment ça se passait pendant ces années du régime Khmer Rouge. Donc voilà, moi je vais me concentrer sur la prise du pouvoir, le 17 avril 1975. Alors, comme vous le voyez là, je vous ai mis, pour rentrer dans le sujet, une photo qui est très peu connue, qui est une photo de François Bizot, ethnologue, qui était, au moment de la prise de Phnom Penh, à Phnom Penh, il travaillait à l'école française d'Extrême-Orient, et il a fait quelques photos le matin quand les Khmers rouges sont entrés dans la ville. Donc je voulais montrer cette photo d'abord parce qu'elle n'est pas connue, et aussi parce qu'elle vous raconte déjà un certain nombre de choses sur l'état de ces troupes qui rentrent, que souvent on décrit les pyjamas noirs. Vous savez, c'est cette guérilla qui rentre dans la ville. Alors, le régime, au moment, le 17 avril 1975, quand les Khmers rouges prennent la capitale Phnom Penh, il y a une bascule, puisqu'il y avait 5 ans derrière, il y a 5 ans de guerre civile. Donc le régime bascule de la République Khmer, en place depuis la destitution de Norodom Sihanouk le 18 mars 1970, à une révolution qui se revendique communiste. Donc cette révolution, elle est placée sous la direction du Parti communiste du Kampuchea, dont le secrétaire, qui était Pol Pot, n'est devenu Premier ministre qu'en avril 1976. C'est-à-dire qu'ils ont attendu de voter la nouvelle constitution du Kampuchea démocratique pour le placer à ce poste. En réalité, il y a un État dont les institutions ne fonctionnent pas vraiment, et c'est un parti-État. Pol Pot est le secrétaire du parti et il est le Premier ministre du régime. Alors cette révolution, elle se voulait plus rapide et plus efficace que celle conduite ailleurs en Asie. Alors si on se place du point de vue des militants communistes cambodgiens à l'époque, quels sont les régimes en place qui font référence? Vous avez la Chine, vous avez le Vietnam, vous avez la Corée du Nord. Voilà, c'est les plus proches. Et donc, ils voulaient surpasser, en fait, ce qui s'était fait déjà ailleurs. Ce régime en place va conduire à la mort le quart de la population du Cambodge c'est vraiment quelque chose que vous entendrez souvent sur le Cambodge, en 3 ans, 8 mois et 20 jours. C'est vraiment ce temps de l'exercice du pouvoir qui rappelle voilà, ce temps du régime. Si on prend, disons, si vous voulez, les chiffres aussi, on n'a pas de chiffres précis parce que c'est très difficile de faire des statistiques sur le nombre de morts quand on n'a même pas de statistiques sur la population. On sait en gros qu'il y avait entre 7 et 8 millions de Cambodgiens. Et donc en général, on dit entre 1,7 et 2,3 millions de morts. Donc si on prend la médiane, disons si on prend 2 millions de morts, sur cet ensemble, vous avez une très grande majorité de gens qui sont morts de faim, d'épuisement au travail ou de maladies non soignées. Et puis vous avez une partie qui en fait correspond à des arrestations,
à la détention dans des prisons, à la torture et à l'exécution, dans un appareil sécuritaire qui était vraiment gigantesque. Donc, je vous résume à grands traits en fait ce régime qui chute parce qu'en décembre 1978, les Vietnamiens et des dissidents cambodgiens, dont des Khmers rouges, attaquent le régime. Ils rentrent en fait au Cambodge assez vite. Ils vont reprendre la capitale, Phnom Penh, le 7 janvier 1979. Donc le 7 janvier 1979, c'est la fin du régime de Pol Pot. C'est pas la fin de la guerre, parce que les Khmers rouges vont se replier sur les campagnes et sur certains bastions, notamment à la frontière, près de la frontière thaïlandaise. Et donc, vous avez quand même un état de guerre qui va durer, qui, dans l'esprit de la majorité des Cambodgiens, va s'arrêter au moment où Pol Pot meurt, en avril 1998. Mais voilà, les Khmers rouges arrivent au pouvoir, et puis en fait, ça va vraiment imprégner l'histoire du pays de manière très vivace et très longtemps. Donc la raison pour laquelle je me concentre aujourd'hui sur la prise de Phnom Penh, c'est parce que je crois que c'est une sorte de concentré en fait, de la politique du Kampuchea démocratique. Alors comme vous le savez sûrement, la première mesure spectaculaire que prennent les Khmers rouges quand ils prennent la capitale, c'est de la vider de ses habitants. Donc ils entrent le 17 avril, et dès le 17 avril, quelques heures après être entrés dans la ville, ils vont obliger la population à sortir. Alors ça se passe en quelques jours. En général, on dit 3 jours, parce que vraiment, beaucoup de monde est parti en 3 jours. Mais voilà, il y a quelques exemples de gens qui sont encore là et puis qui vont partir. À l'époque, Phnom Penh compte entre 800 000 et 1 million d'habitants. Et puis vous avez autour de 1 million, 1,2 million de réfugiés, de gens qui étaient dans les villages, dans les campagnes, et qui ont fui en fait les zones de combat et qui sont venus se réfugier dans la capitale. Cet afflux de réfugiés, il n'est pas propre à Phnom Penh. C'est-à-dire que vous avez des réfugiés aussi dans toutes les autres villes du Cambodge. Et cet afflux de réfugiés, c'est pas que des gens qui étaient pas très loin de la capitale, ils peuvent venir d'assez loin. Donc ils affluent pour échapper aux bombardements et notamment au napalm, qui brûle, évidemment, comme vous le savez, qui brûle tout sur son passage. Les bombardements sur le Cambodge, ils sont longtemps menés par les Américains dans leur guerre contre les communistes vietnamiens, guerre qui s'est étendue sur le Cambodge, notamment parce qu'ils se ravitaillent par la piste Ho Chi Minh qui traverse le Cambodge. Mais je vais vous montrer une carte quand même pour... alors ça, en fait, ces images-là, qui ont été prises par un photographe japonais, Naoki Mabuchi, sont vraiment, c'est vraiment des photographies de ces réfugiés qui gagnent la capitale Phnom Penh. Donc c'est vous dire comment c'est en masse en fait. Et je voulais vous montrer une carte en fait du Cambodge en 1973, en mai 1973. Alors ça, c'est une carte qui est publiée par en fait, qui vient de la guérilla Khmer Rouge, alliée à Sihanouk, qui a un gouvernement en exil à Pékin. Si vous voyez cette carte, évidemment, toutes les zones roses sombres, c'est les zones contrôlées dès mai 1973 par les Khmer Rouges. Alors, évidemment, c'est eux qui font la carte et qui font état de cette contrôle du territoire. Mais la raison pour laquelle je vous la montre, c'est qu'on voit très bien que les zones en fait, qui ne sont pas contrôlées par les Khmer Rouges, ce sont les villes et quelques axes routiers. Donc vous avez Phnom Penh en bas, là. Vous avez quand vous montez, vous avez en haut à gauche Battambang. Alors, je crois que je peux utiliser ça, non voilà, Battambang ici, qui est la deuxième ville du pays. Donc, les villes, c'est les poches que les Khmer Rouges n'arrivent pas à prendre. Phnom Penh, c'est la plus peuplée. Battambang, c'est la deuxième. Et il y a aussi Kampong Cham. Donc, en fait, les villes, c'est les derniers bastions républicains. Ce qui veut dire que, militairement,
mais aussi politiquement, ce sont les ennemis à abattre. Les Khmers rouges détestent les villes, qui incarnent à leurs yeux le capitalisme, le règne de l'argent, l'exploitation des pauvres par les riches, les inégalités, la corruption, le vice, la contamination par l'impérialisme. Donc voilà, il faut les conquérir. Mais la victoire ne suffit pas. La guerre conduite contre les villes, c'est une guerre d'anéantissement. Et donc ce qui m'intéresse, c'est de voir comment les Khmers rouges anéantissent la ville qu'ils exècrent. Et je crois que leur façon de l'anéantir, c'est de l'effacer, enfin en tout cas tenter de l'effacer, et que la mesure qui consiste à évacuer, je mets évacuer entre guillemets, parce que ce n'est pas une évacuation volontaire, c'est une expulsion forcée des habitants de la ville. Et donc la mesure qui consiste à sortir les Phnom-Pénois et les réfugiés de la ville, c'est une manière d'effacer littéralement la ville. C'est-à-dire qu'une ville vit par ses habitants. Si vous n'avez plus d'habitants dans la ville, vous n'avez plus de ville. Et ce qui est extraordinaire au sens propre du terme, c'est ce qui va en rajouter dans le spectaculaire, c'est pas qu'il vide seulement Phnom Penh, il vide toutes les villes du Cambodge. C'est une politique à l'échelle du pays. Alors je vais vous montrer une carte du pays. Alors c'est une carte que j'ai commencé à faire, c'est un travail en cours, c'est pas terminé, où j'ai noté les dates auxquelles les villes sont évacuées, d'après les témoignages que j'ai trouvés. Parfois on n'a pas de témoignages, et parfois c'est très confus, parce que les gens ne se souviennent pas de la date. La date du 17 avril, la date qui reste dans les mémoires, c'est la date de la prise de pouvoir. Et donc, ils ne vont pas toujours se souvenir si c'est le 18, le 19, le 20. Bon, et puis, ça dépend des villes. En fait, j'ai commencé à relever ces dates aussi pour essayer de voir s'il y avait, quelle cohérence il y avait en fait, dans cette politique de vider les villes. Parce qu'on entend parler de Phnom Penh, mais on entend parler de Phnom Penh aussi parce que ça concernait beaucoup de monde d'un coup. Ce qui est intéressant dans les procès qui ont eu lieu au Cambodge entre 2009 et 2022, alors il n'y a pas eu beaucoup de personnes condamnées, mais ce qui est intéressant dans ces procès, c'est le matériel aussi qui est accumulé. Et dans le cas du jugement du procès de Noon Chea, qui était le numéro 2 du régime, le bras droit de Pol Pot, et dans le procès de Khieu Samphan, qui a été le chef de l'État du Kampuchea démocratique, les juges ont considéré que la décision d'évacuer Phnom Penh avait été prise en juin 1974. Donc on est quasiment un an avant la prise du pouvoir. Et cette décision a été prise par le comité central du PCK. Donc c'est une décision collective. Ça aurait pu, ils disent que ça aurait pu être décidé plus tôt, mais ils n'ont pas de preuves matérielles que cette décision a été prise plus tôt. Et c'est là que c'est intéressant, je crois, de mettre en regard la carte. Parce qu'en fait, on se rend compte qu'il y a eu des évacuations avant, et notamment ici à Kompong Cham, à la moitié de l'année 1973, et à Kratché, qui est un peu plus à l'est, où là, ils savaient pas très bien, ils n'avaient pas mis en œuvre ça de manière très très stratégique. Ils ont pris Kratché en 1970, mais ils ne l'ont pas évacué tout de suite. Et en fait, ils ont évacué après s'être rendu compte que tant qu'il y avait un marché et tant qu'il y avait du commerce dans la ville ne se vidait pas. Donc en fait, ils ont mis en place la collectivisation, ils ont interdit l'argent. En interdisant l'argent, ils ont interdit le commerce. Et en interdisant le commerce, ils ont stoppé une des activités de la ville. Et puis, ils ont vidé la ville. L'autre cas qui m'intéresse ici, c'est
celui de Houdong, le 18 mars 1974, qui est une ancienne capitale royale, et qui est là vraiment relié au jugement contre Nunchia et Kyosampan, puisque dans le cas de Houdong, vous avez entre 15 et 20 000 personnes qui sont envoyées dans des coopératives. Et il y a même une publication du FUNC, du Front Uni National du Kampuchea, donc si vous voulez, l'organisation qui a publié la carte que je vous ai montrée tout à l'heure, avec les zones en rose sombre. Donc, eux-mêmes publient que 30 000 personnes sont évacuées, sont sorties de Houdong. Les fonctionnaires et les soldats républicains qui sont arrêtés à Houdong sont exécutés. Et dans un discours en Corée du Nord en avril 1974, Kyosampan va dire que ces 5000 personnes ont été exécutées. Donc il parle des 5000 personnes. Et il y a aussi des personnes qui sont suspectes, et donc qui vont être incarcérées, notamment dans une prison qu'on connaît, parce qu'elle a été dirigée par Duch, qui a été le chef de la police politique du régime, et qui à l'époque exerçait dans une prison qui s'appelle M13, et dont vous avez peut-être entendu parler si vous avez lu Le Portail de François Bizot, qui raconte sa détention à M13 un peu plus tôt, mais voilà, M13 a existé entre 71 et 74. Donc vous avez une sorte, en juin 74, une sorte de répétition générale à Houdong de ce qui va se passer à Phnom Penh, alors à une échelle très différente, bien entendu, mais c'est le modèle Houdong qui va s'appliquer à Phnom Penh en avril 1975. Et puis qui va s'appliquer partout, puisque je vous disais qu'il n'y a pas que Phnom Penh. Alors, la façon dont j'ai envie de vous raconter cette histoire, elle va passer par 3 gestes qui contribuent, à mon sens, à l'effacement de la ville. Donc je vais revenir sur ce geste de vider la ville, expliquer quelles sont les modalités, comment ça s'est passé. Le deuxième geste, c'est de la ruraliser. Et le troisième geste est relatif à la destruction. Qu'est-ce qu'ils détruisent? Alors pour se concentrer sur le geste de vider, le mode opératoire est toujours le même. Les Khmers rouges vont désarmer les soldats républicains. Donc souvent, ils les arrêtent et puis ils les exécutent comme à Houdong. Et les hauts fonctionnaires vont subir le même traitement. Donc en fait, tout ce qui est toutes ces personnes qui travaillaient au service de la République sont, quand elles n'arrivent pas à échapper au contrôle ou à se cacher ou à changer de vêtements pour les soldats ou des choses comme ça, vont être arrêtées et souvent exécutées. Et puis ils sont appelés à se regrouper, ils sont appelés à rendre les armes. Les Khmers rouges leur promettent de les réintégrer dans l'armée. Donc il y a aussi toutes sortes de mensonges qui sont formulés pour arriver à les réunir et à les contrôler. Donc évidemment, l'objectif des Khmers rouges, c'est bien de renverser le rapport de force militaire, de se débarrasser de ses ennemis militaires. Et ça va être, si vous voulez, une des premières préoccupations. En fait, le seul lieu dans Phnom Penh qui va abriter des réfugiés au-delà des 3 jours, c'est l'ambassade de France. Où là, vous avez des réfugiés pendant 3 semaines. Et c'est là que le photographe Roland Neveu, donc là, je vous montre une sorte de mise en page de la journée de Roland Neveu, qui est un des photographes les plus connus pour avoir capturé ces images de la prise de Phnom Penh. Et donc, la veille de la prise de Phnom Penh, lui, il est déjà à l'ambassade, parce qu'en fait, la ville est sous couvre-feu, il y a plus personne, dans l'hôtel où il est, il n'y a plus personne, il ne sait pas où manger, il ne sait pas où dormir, donc en fait, il va à l'ambassade de France. Et du coup, il est aux premières loges de l'entrée des Khmers rouges dans Phnom Penh. Donc l'ambassade, sur le plan, elle est là-haut, au 1.
Et donc, il est aux premières loges des troupes qui rentrent par le nord. Et il va passer une partie de sa journée à descendre le boulevard Monivong, qui est là, et à faire des photos. Donc, il m'avait expliqué à quel moment il faisait quelles photos. Et donc, j'ai essayé d'en rendre compte autour de ce plan. Je vais vous montrer quelques images en plus gros plan, mais je voudrais vous montrer cette image-là qui est petite, où là, il a réussi à... Enfin, en fait, il a photographié le moment où les Khmers rouges arrêtent des soldats de la République. Ils vont être emmenés dans un stade et éliminés. Et donc, ça fait partie des choses qu'il a réussi à sauvegarder en cachant ses pellicules à l'ambassade. Je vais vous montrer quelques images. Oui, voilà. Donc ça, c'est vraiment au début, c'est avant que les Khmers rouges rentrent. Vous avez des gens qui se replient, en fait, et notamment l'armée républicaine qui se replie à l'intérieur de la ville. Vous avez ce moment très connu qui montre un moment de joie, mais ça ne va pas durer longtemps. Hein, c'est vraiment surtout une célébration de la fin de la guerre pour les Cambodgiens. Ils se disent, ça y est, c'est terminé, on va... Voilà. Et en fait, cet ordre d'évacuer la ville va réveiller des angoisses et le traumatisme des bombardements. Donc, c'est de courte durée. On a aussi une photo ici intéressante d'une tentative. Alors, en fait, cette photo, comme d'autres hein, de ce moment, il n'est pas le seul à avoir fait des photos de ce moment-là, où vous avez des gens qui utilisent un drapeau. C'est le drapeau du Monasio, mouvement nationaliste. En fait, c'est une tentative de... Je dis ça rapidement, c'est une tentative de squeezer les Khmers rouges, de les prendre de court, et qui a été fomentée par le frère du maréchal Lon Non, et qui ne va pas faire long feu, mais qui malheureusement est souvent passé pour une espèce de représentation d'entrée des Khmers rouges dans Phnom Penh. Ils ne sont pas Khmers rouges. Ils sont du côté de la République et ils essayent de prendre les choses à leur avantage et ça ne marche pas. Et ils vont être éliminés très rapidement. Et l'autre photo sur laquelle je voulais insister, c'était celle-ci, où vous voyez donc cette décision de désarmer, et de désarmer pour éviter notamment les poches de résistance à l'intérieur de la ville. Alors je vous parlais de l'ambassade de France parce que les étrangers qui s'y sont regroupés vont être expulsés du pays par 2 convois. Il y a un premier convoi de camions qui part le 30 avril et un deuxième quelques jours plus tard. Et après ça, en fait, le Kampuchea démocratique, qui ne s'appelle pas encore Kampuchea démocratique, mais je vais utiliser le terme pour en faire plus simple. Mais bon, le pays ferme ses frontières et il y a seulement quelques représentations diplomatiques qui sont acceptées. Les réfugiés cambodgiens qui se trouvaient à l'ambassade sont contraints de sortir le 20 avril pour les plus connus. Si vous voulez, vous avez le prince Sirik Matak, qui était vraiment une figure emblématique de la République, le président de l'Assemblée nationale, et ils sont obligés de sortir de l'ambassade. Et le lendemain, vous avez... alors, eux, ils sont connus, mais le 21 avril, vous avez plusieurs centaines de Cambodgiens qui vont sortir de l'ambassade aussi contraints, notamment par la pression des Khmers rouges. Et qui vont rejoindre en fait ces flux de population sortant de la capitale. Si ce moment-là vous intéresse, je fais juste un petit aparté. Vous avez un film documentaire qui a été diffusé cette année de Kostia Testu, qui est dans la salle, je ne sais plus où, voilà, et Jonathan De Soindre, qui s'appelle « Sous la menace des Khmers rouges, la chute de l'ambassade de France ».
Et puis, j'espère, il y a une exposition que j'ai préparée, sur laquelle j'ai travaillé avec Grégoire Duplanil-Veil, qui est aussi dans la salle quelque part, si vous voulez. Alors, c'est le spécialiste des archives diplomatiques sur ce moment-là. Donc, si vous voulez lui poser des questions, il ne faut pas hésiter. Et en fait, on a fait une exposition sur l'ambassade, dans quoi est prise l'ambassade à ce moment-là. Et on espère que cette exposition viendra à Paris. Donc, je ferai passer le message si ça vous intéresse. Voilà. Alors, pour revenir à la prise de Phnom Penh pour les Cambodgiens qui vivent et qui sont réfugiés, donc vous avez ce mouvement contre ceux qui sont armés, donc vraiment une sorte une volonté de contrôle militaire de la ville. Et puis on se demande comment ils arrivent à vider la ville en 3 jours de tant de personnes. Alors ils vont partout annoncer des bombardements américains. Et c'est l'argument qui va faire partir les gens. Je vais vous citer un témoignage qui n'est pas de Phnom Penh, mais qui est de Battambang, où était Van Nat. Et en fait, ça, c'est exactement le même processus. Van Nat écrit « L'Ankar ordonne à tous les habitants d'évacuer la ville sur le champ. Si jamais des camarades refusent de partir, ils devront en prendre la responsabilité. Inutile d'emporter trop d'affaires avec vous, conseille la voix dans le haut-parleur. L'Ankar vous demande de partir seulement 3 jours. Vite, vite, les Américains vont bientôt bombarder. » Alors l'annonce des bombardements américains, évidemment, ça réveille chez beaucoup les traumatismes de la guerre, alors, qui a commencé au Vietnam voisin, qui s'est répandu au Cambodge. Je vous ai expliqué pourquoi, puisque notamment la piste Ho Chi Minh traverse le pays. Et voilà, il y a eu des bombardements qui ont commencé avant, de manière très, très tôt, à la fin des années 60 déjà, mais de manière secrète. Après la destitution de Norodom Sihanouk, les Américains soutiennent le régime républicain de Lon Nol pour contenir la poussée communiste dans cette région du monde. Et ils vont bombarder partout. Enfin, quand on regarde une carte des bombardements sur le Cambodge, c'est vraiment stupéfiant, l'amplitude, en fait. Je voudrais vous citer les chiffres qui ont été donnés par William Shawcross sur les bombardements de B-52 pour vous montrer aussi l'intensification. En 72, il parle de 37 000 tonnes par an. Sur l'année 72, il parle de 37 000 tonnes de bombes. En 1973, 24 000 tonnes sur le seul mois de mars. Et sur le seul mois d'avril, 35 000 tonnes. Et sur le seul mois de mai, 36 000 tonnes. Donc il y a vraiment une amplification de ces bombardements qui évidemment résonne dans l'esprit des Cambodgiens quand les Khmers rouges entrent et leur disent vous allez être bombardés, il faut partir. La fin des bombardements américains, elle est actée à la mi-août 1973, mais le gouvernement républicain, il a des aviateurs aussi, donc c'est eux qui vont continuer de bombarder. En réalité, quand les Khmers rouges prennent la capitale, il n'y a plus vraiment de menaces de bombardement américain. Ça a été très discuté aussi au procès de Nuncha et Khieu Samphan, mais voilà, il n'y a plus de... Ce qui est établi, c'est qu'il n'y avait pas de risque de bombardement américain, que c'est un prétexte, mais que c'est cette menace qui va permettre de précipiter le départ. Alors, vous le voyez sur ces photos. Ça, c'est une photo de Claude Juvénal, qui était journaliste à l'AFP. Les gens partent avec rien. Ils partent avec un baluchon, ils partent avec une bicyclette. Alors, je vais vous montrer une photo aussi de Naoki Mabuchi. Vous voyez, ils partent avec une charrette. Voilà, très peu de choses. Il y a très peu de voitures, il n'y a pas d'essence, il y a des barrages filtrants, donc tout le monde ne peut pas partir avec sa voiture. Enfin, voilà. Et les conditions dans lesquelles ça se fait sont vraiment très précaires.
les Khmers rouges, les soldats Khmers rouges vont donner d'autres arguments qui vont s'ajouter à celui des bombardements. Ils vont dire que c'est pour assurer la sécurité de la population. Ils vont dire que c'est pour sécuriser la ville contre les derniers résistants républicains. Et de fait, il y a des poches de résistance dans la ville. Et ils vont aussi dire que c'est pour organiser la ville. Et bien sûr que tout ça est temporaire. C'est beaucoup plus rare que les Khmers rouges disent ou fassent comprendre aux gens qu'ils ne reviendront pas. Mais il y a un exemple que je voudrais vous citer, qui est l'exemple d'un monsieur qui s'appelait Ung Pek, un ingénieur qui était en poste dans le sud du j'ai pas lu la carte, dans le sud du pays, au port de Kompong Som. Alors, il entend les mêmes arguments qu'à Phnom Penh, mais les ouvriers avec lesquels il travaille lui tiennent un autre discours et lui disent, donc je vous cite la façon dont il l'a raconté, « Ils m'ont raconté que si j'avais de l'argent, il ne fallait pas le prendre. On n'utilisait pas d'argent. Si j'en avais, je devais acheter des choses, de la nourriture, pour partir, parce que là-bas, il n'y avait pas à manger. L'Ankar allait nous demander de faire la rizière, il n'y aurait pas le temps de revenir. » Cet avertissement, ils sont très très peu à l'avoir eu. Donc je trouve que c'est intéressant de le mentionner quand ça arrive très rarement. L'Ankar, qui est le terme qu'il utilise ici, ça veut dire l'organisation en Khmer, et ça correspond au Parti communiste du Kampuchea. C'est l'autorité, c'est le terme qui va définir l'autorité, y compris dans les campagnes. Alors, si l'Ankar craignait vraiment des bombardements américains, ces dirigeants, je ne crois pas en tout cas que ces dirigeants seraient venus s'installer à Phnom Penh dès la victoire, très vite après la victoire. Comme le mentionne le jugement contre Nunchia et que Sampan. Donc, voilà, je voulais vous raconter cette discussion qu'il y a eu sur les bombardements américains. L'autre point commun, si vous voulez, en dehors de cet argument, le point commun aux villes tient à la violence de ces évacuations forcées. Alors, quand je dis violence, je pense aux hôpitaux qui sont vidés de leurs blessés. Ceux qui ne sont pas en état de partir sont laissés sur place à mourir. Les femmes enceintes prennent la route, les enfants en bas âge, les personnes âgées... même chose, c'est un flux de population, donc les gens piétinent, c'est extrêmement fatigant. Et on ne se représente pas ici ce que c'est le mois d'avril au Cambodge, mais c'est une chaleur caniculaire. C'est vraiment, il fait très 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 chaud, très très lourd. Au mois d'avril, il y a peu de pluie, et donc ça arrive, mais c'est rare. Et ceux qui ne veulent pas partir sont menacés verbalement, ou alors ils sont tenus en joue, ou alors ils sont tués. Et on a des témoignages sur tous ces types de cas. Hors de Phnom Penh, rien n'est prévu pour accueillir les citadins, ou alors très rarement. Et ils doivent se débrouiller en chemin pour se nourrir, pour s'abriter, pour se soigner, et même pour des choses très basiques, trouver des ustensiles pour se faire la cuisine. Voilà, quand on n'est pas parti avec, c'est compliqué. Au fil des étapes qui les conduisent vers les campagnes ou vers leur village natal, en fonction de là où ils ont pu partir, ils subissent des fouilles. Donc les Khmers rouges vont trier, se servir et prendre du butin. Au bout de, disons, entre 3 jours et 1 semaine, Phnom Penh est quasiment vide. Et la deuxième ville du pays dont je vous parlais, Battambang, c'est pareil. C'est la même chose. Alors il y a il y a un terme sur lequel j'aimerais bien insister, en fait, sur ce qui se passe là, c'est-à-dire qu'il vide la ville de ses habitants, il la dépeuple. Je pense que le mot dépeupler est extrêmement intéressant dans ce cas-là. Le dé au sens de la privation, de la négation, de la séparation. J'insiste sur ce mot dépeupler parce que celles et ceux qui sont évacués de Phnom Penh sont marqués au fer rouge par la victoire Khmer rouge,
en étant appelés les 17 avril. C'est-à-dire qu'ils vont être appelés de la date de la victoire Khmer Rouge. Pour moi, c'est un marquage de guerre, si vous voulez. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Cette date de la victoire, ça les stigmatise comme les vaincus. Mais il y a un autre terme qui est utilisé, qui est l'expression « peuple nouveau ». Donc ces gens qui sont évacués sont appelés les peuples nouveaux par opposition au peuple ancien. Le peuple nouveau, c'est ceux qui sont dans les villes, qui sont vaincus. Le peuple ancien, c'est ceux qui sont dans les zones occupées par les Khmers rouges depuis déjà parfois longtemps, et qui sont anciens dans la Révolution, en fait, qui sont déjà imprégnés par ça. Mais je trouve que si vous voulez, cette image de dépeupler la ville correspond d'une manière incroyable à cette division de la population en deux catégories radicales, peuple nouveau, peuple ancien. Vous êtes peuple nouveau, vous ne devenez pas peuple ancien. Enfin, il n'y a pas de transfert de catégorie, si vous voulez. Et donc, quand les Khmers rouges dépeuplent la ville, voilà, ils ont ce geste aussi radical de catégoriser la population. Et le peuple nouveau n'est pas traité de la même manière que le peuple ancien. Ce n'est pas les mêmes rations de nourriture. Ce n'est pas toujours le même travail. Donc, si vous voulez, c'est un marquage qui s'inscrit, qui est subi et qui s'inscrit dans la durée et qui ne change pas dans ce temps du Kampuchea démocratique. Alors, je vais vous donner une illustration très simple de ça. Quand il y a une différence dans le langage pour parler des uns et des autres, si le peuple nouveau meurt d'épuisement au travail, ce n'est pas une perte. Vous avez un slogan qui est très connu, « À te garder, nul gain, à t'extirper, nulle perte ». Il meurt au travail, pas de perte. Si un peuple ancien meurt au travail, le terme qui est utilisé, alors là je vous parle d'archives, dont je pourrais vous reparler un petit peu plus tard, mais le terme qui est utilisé c'est sacrifier, PLI, sacrifier sur le champ de bataille agricole. Donc vous avez déjà, le mort n'a pas la même valeur, quoi. Donc pour moi c'est une illustration aussi de cette très grande différence. Je vais... j'ai fait mon PowerPoint avant de finir mon texte, donc du coup, il n'est pas dans l'ordre. Là, je voulais vous montrer deux photos qui ont été faites à l'ambassade de France par Naoki Mabuchi, des Cambodgiens qui ont trouvé refuge à l'ambassade, qui n'ont pas été recensés. Donc on ne sait pas exactement combien ils étaient, plusieurs centaines, mais voilà, on n'a pas d'archives très précises sur eux. Le deuxième geste que je voulais vous présenter aujourd'hui, c'est celui de ruraliser la ville. Alors je ne sais pas, je n'ai pas testé, je ne sais pas si on peut lancer là. J'ai envie de vous montrer, c'est vraiment une vidéo courte, hein. C'est un extrait d'une émission télévisée qui date d'avril 1978. Roger Pic, un journaliste français qui a couvert la guerre au nord du Vietnam jusqu'en 1967, il est dans sa rédaction à Paris. Il reçoit des images envoyées par le régime Khmer Rouge. Donc les images sont des images officielles, hein, pour faire la promotion du régime. Alors le journaliste montre ces images, mais il monte ces images avec un commentaire prudent et critique. Et en fait, je voudrais vous présenter les 2 premières minutes. Alors je ne sais pas si ça marche, on essaye techniquement, mais... Pour la première fois, le nouvel État révolutionnaire du Parti communiste du Kampuchea nous livre un documentaire officiel dont nous vous proposons les extraits les plus significatifs.
Phnom Penh, la capitale, dont les 2 millions d'habitants furent, après la victoire des révolutionnaires, envoyés dans les provinces afin d'y assumer eux-mêmes leur subsistance, est aujourd'hui une cité administrative de 20 000 personnes seulement, où chaque espace non bâti est scrupuleusement transformé en jardin potager. Nous devons compter sur nos propres forces, déclare le Premier ministre Pol Pot, secrétaire général du Parti communiste khmer. Et la population tout entière est ainsi mobilisée pour les grands travaux collectifs. Le premier objectif étant d'assurer l'autonomie alimentaire, c'est à la remise en état des réseaux d'irrigation et à la construction des grands canaux que fut donnée la priorité. J'interromps brutalement. Des images, vous allez en voir d'autres dans le film de Retipan. Mais voilà, je voulais vous montrer un petit peu comment ils présentent leur régime. Et ce que je trouve intéressant là à souligner, c'est le contraste entre la ville vide et le flot de population dans les campagnes. Et en fait, ces images, elles ressemblent à une réponse des dirigeants Khmer Rouge à la question « Pourquoi avoir vidé la capitale ?» Eh bien, pour aller creuser des canaux, pour élever des digues, développer la production de riz sur des chantiers immenses, comme vous le voyez dans ces images. Par ailleurs, les bâtiments, voilà, ça c'est les bâtiments. Du coup, j'ai extrait de ce film ces images-là. Les bâtiments sont vides, mais la ville, elle est quand même propre. Et le peu de vie qu'on y voit se déroule dans un cadre rural, ou plus exactement, dans un cadre urbain ruralisé. Là, on est à l'Université royale de Phnom Penh, et donc ils ont planté des rizières autour des bâtiments de l'université, là où autrefois les jeunes Cambodgiens apprenaient les langues étrangères. En écho à ces images, je voudrais vous lire le témoignage de Soong Si-keun, qui a travaillé au ministère des Affaires étrangères du Kampuchea démocratique sous l'autorité de Ieng Sary. Il était chef adjoint du protocole et puis il a été nommé en juin 1977 à la tête du département de presse et d'information, ainsi qu'à la tête de l'agence Kampuchea d'information. Donc il avait des responsabilités, si vous voulez, dans ce qui est diffusé sur le Kampuchea démocratique. En gros, il est à la tête d'un important département du ministère et c'est un parfait francophone qui servait aussi d'interprète, de rédacteur et de traducteur, notamment pour certains discours de Pol Pot. Et c'est quelqu'un qui est resté fidèle à ses supérieurs jusqu'au bout. Alors, grâce à l'acharnement d'Henri Locard, Soong Si-keun a rédigé une longue biographie de sa vie, dans laquelle il raconte son engagement auprès des Khmers rouges. Et dans ce récit, il y a quelques pages sur la ruralisation de la ville. Et ce passage dans son livre est intéressant à plusieurs titres. D'abord parce qu'il rappelle à quel point les dirigeants Khmer rouges exècrent Phnom Penh, qui incarne les mots dont je vous ai parlé tout à l'heure, l'inégalité, la corruption, le vice, tout ça. Et pourtant, ces dirigeants s'y installent, relancent des activités économiques, dans les usines en particulier. Mais Soong Si-keun ne parle pas des contradictions, si vous voulez, dans cette contradiction entre le discours et ce qu'ils font. Il évoque le peuple combattant, ouvrier ou paysan, qui n'a pas des habitudes citadines. Alors je vais vous lire un premier passage où il explique que les nouveaux habitants sont d'origine paysanne et n'ont jamais vu de leur vie la lumière des lampes électriques. On assiste donc souvent à des scènes inédites. Ainsi, ces jeunes filles du groupe artistique de la région Nord, venues travailler à la station de radiodiffusion La Voix du Kampuchea démocratique, pour laquelle ils travaillent, qui refusent d'entrer dans leur nouvelle demeure en maçonnerie, de peur d'être écrasées pendant leur sommeil.
ou encore ces nombreux soldats qui, ne sachant pas se servir des toilettes, défèquent directement sur le carrelage. De même, on trouve d'innombrables boîtes de conserve ouvertes dont le contenu reste intact, notamment celle de foie gras. Quant aux réfrigérateurs, cuisinières et bouilloires électriques, personne ne songe à les utiliser. Par ailleurs, de nombreux cas d'électrocution sont signalés. En même temps, il n'est pas rare de trouver dans les rues de la ville des objets de valeur, notamment des diamants et autres pierres précieuses. Toutes ces choses de la ville, les dirigeants Khmer Rouge les considèrent comme les tares de la vieille société, entre guillemets, pourrie et corrompue, qu'il faut faire disparaître à tout prix. Ça, c'est le premier passage, si vous voulez, où il raconte cette découverte de la ville pour nombre de gens des campagnes. Le deuxième point qu'il évoque, c'est aussi la destruction de bâtiments emblématiques. Ça, je reviendrai dessus. Et puis, il y a un autre point, mais là, je vais vous le lire, c'est ce qu'il raconte sur les arbres. Un grand pas est franchi dans la réalisation du projet de ruralisation des cités. Donc ça, c'est la destruction de certains bâtiments, sur laquelle je vais revenir, qui tient particulièrement à cœur aux dirigeants Khmer Rouge en vue de faire disparaître toute distinction entre la ville et la campagne. Ces derniers poussent leur folie beaucoup plus loin en faisant abattre tous les arbres à fleurs de Phnom Penh, tels les flamboyants et les goyaviers sauvages. Cette dernière mesure a pour conséquence la pénurie généralisée des fleurs dont le ministère des Affaires étrangères aura un urgent besoin pour les bouquets et couronnes indispensables dans l'exercice de ses activités. Le ministère est contraint de recommander à ses cadres d'aménager une portion de terrain attenant à l'édifice principal de B1, donc c'est le ministère des Affaires étrangères, pour y planter des rosiers, marguerites, glaïeuls, jasmins, hélianthes et tournesols. Alors, ce que je trouve intéressant aussi avec ce passage, c'est que il faut planter, mais il faut planter utile pour les Khmer Rouges. Les fleurs incarnent la beauté, et la beauté, c'est suspect pour les Khmer Rouges. Planter utile, c'est planter des arbres dont on peut par exemple consommer les fruits. Par exemple, les cocotiers. Alors, je vous montre là les photos d'Elizabeth Baker, qui était une journaliste américaine, qui est venue en décembre 1978 au Cambodge. Elle a fait des photos. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'elle connaissait elle avait couvert la guerre civile, donc elle connaissait le Cambodge avant. Et dans l'ensemble des photos qu'elle a faites, donc vous voyez, elle s'intéresse évidemment à y plante des toutes petites parcelles à des carrefours. Donc elle s'intéresse à ça en images, mais aussi à ça. C'est le marché central. Donc c'était un des très grands marchés de Phnom Penh qui a été planté tout autour. Et alors là, je vous montre qu'une photo, mais en fait, ce qui est frappant, c'est que dans la série d'images qu'elle a faites, il y a plusieurs photos, si vous voulez, comme si l'image, la répétition de l'image traduisait cette stupéfaction qu'elle a en découvrant l'état du marché central. Alors, pour vous donner une image, quelque chose pour visuellement comparer le marché central avant, je vous ai mis une photo qui date des années, la moitié des années 60. Alors, ça, c'est pour le... Je reviens à cette image du marché central qui est vraiment stupéfiante. Et alors, pour revenir à cette idée que ça n'est pas que Phnom Penh, en fait, j'ai commencé une enquête en septembre, il y a un an, sur la ville de Battambang. Et en fait, à Battambang, le marché a aussi été planté exactement comme à Phnom Penh. Ils ont planté autour, il a été vidé, et ils ont planté tout autour des cocotiers. C'est voilà, un monsieur qui travaillait dans les transports, la logistique, et donc qui vidait le marché de Battambang
de ce qu'il y contenait pour aller l'apporter à l'extérieur de la ville et en faire des stocks au niveau du district. Donc voilà, cette image de Phnom Penh, en fait, elle se répercute à d'autres endroits. Le troisième geste sur lequel je voulais m'arrêter, c'est celui de la destruction. Alors là, c'est la Banque nationale du Cambodge. Donc là, je n'ai pas besoin de vous faire une explication très, très élaborée. Hein. Les Khmers rouges ont explosé le capitalisme. Ils ont mis fin à l'argent, mis fin au commerce. Voilà, cette image, elle est emblématique pas seulement d'une destruction d'un bâtiment, mais de tout ce qu'il représente et de tout ce qui va avec dans l'esprit des Khmers rouges. Et puis, je vais vous montrer un autre lieu, qui est la cathédrale de Phnom Penh. Alors, je vous ai mis 2 photos. Donc, la cathédrale, elle a été, pareil, réduite en pièces. Ça me paraît intéressant pour tout un tas de raisons. C'est-à-dire que la cathédrale, c'est un bâtiment qui va représenter évidemment la religion, mais donc là, celle des chrétiens, mais en fait, ils ont fait table rase aussi pour les musulmans, qui étaient interdits de leurs pratiques religieuses, pour les bouddhistes, les moines qui étaient dans les pagodes, ils ont dû sortir de leur pagode et aller cultiver la rizière. Donc ils ont dû abandonner le froc et il n'y avait plus de pratiques religieuses dans le Kampuchea démocratique. Je vous ai aussi mis une deuxième photo à droite où on voit le Wat Phnom, qui est vraiment le lieu qui a donné son nom à la ville de Phnom Penh. C'est une petite une colline avec des stupas, pagodes en haut. Et en fait, les Khmers rouges trouvaient que c'était d'abord scandaleux que cette cathédrale s'élève aussi haut comparé à ce site qui est emblématique de la ville de Phnom Penh. Mais j'avais envie de vous la montrer aussi parce qu'en fait, il y a eu un projet d'installer sur le Wat Phnom, donc ici, en haut de cette colline, un projet en hommage à la Révolution, donc un projet de Pol Pot guidant le peuple. Et ce projet a été élaboré au milieu de la prison de la police politique S21 par les gens qui étaient gardés en vie, des prisonniers qui étaient gardés en vie pour travailler comme sculpteurs, comme peintres, et voilà, qui ont travaillé sur ce projet de monument. Donc c'est aussi pour vous montrer qu'il y a une destruction de certains bâtiments. Et puis, alors il y a évidemment, il y a eu des destructions avant avec la guerre, hein, des destructions de bâtiments importants, les ponts, d'infrastructures et tout ça. Mais là, je vous montre des choses un peu plus précises. Donc on a ces 3 gestes. Vider la ville, la dépeupler, la ruraliser et la détruire. Pour moi, ce sont 3 gestes qui sont représentatifs, emblématiques de cette tentative d'effacer la ville. Et je voulais vous montrer que ça n'est pas que des bâtiments emblématiques. C'est aussi à gauche les panneaux de signalisation et à droite les panneaux où il y avait le nom des rues qui ont été peints en blanc, qui sont extraites d'un film qui date d'avril 78. Donc, si vous voulez, cet effacement, il est très large. Il y a des chercheurs qui ont érigé le cas de Phnom Penh en exemple, en disant que c'était l'exemple le plus poussé d'urbicide, au sens d'anéantissement d'un espace urbain. Et vous avez un géographe qui s'appelle James Steiner, qui travaille beaucoup sur le Kampuchea démocratique et qui a essayé de nuancer ça en disant que, comme la capitale avait été occupée par les dirigeants du Kampuchea démocratique et qu'il y avait diverses activités économiques, il a essayé d'expliquer qu'en fait,
Phnom Penh, en tout cas, c'était une sorte d'urbicide ciblé, si vous voulez, que c'était ciblé sur certaines zones urbaines que les Khmers rouges effaçaient. Et pour lui, il concluait que du coup, les Khmers rouges n'appliquaient pas, ne mettaient pas en œuvre leur idéal du tout rural. Alors, c'est vrai qu'il y a eu Phnom Penh était occupé par les instances du pouvoir Khmer rouge, qu'il y avait des usines en fonctionnement, des stocks, voilà, il y a des magasins de stockage, des choses comme ça. On ne sait pas exactement combien il y avait d'habitants à Phnom Penh à l'époque. Mais voilà, en plus, je ne veux pas vous donner de chiffres parce que vraiment, les échelles, les variations sont tellement énormes que ça n'aurait pas de sens. Mais évidemment, on est très très loin du million initial. Et les activités dont ce géographe parle, en réalité, elles ne sont pas tellement dans le centre de Phnom Penh, elles sont dans les faubourgs où il y a déjà des usines et où les Khmers rouges, ils sont très pragmatiques, hein, ils ne vont pas déplacer des usines. Donc ils vont utiliser les usines qui sont qui potentiellement fonctionnent. Et puis, en fait, ils vont faire pareil, par exemple, pour les hôpitaux. Ils vident les hôpitaux en avril 75. Et puis, quand ils ont besoin d'hôpitaux pour leurs soldats, pour eux-mêmes, et ben, en fait, ils remettent en fonction certains hôpitaux à Phnom Penh. Et en particulier, l'hôpital Calmette, qui était pas très loin de l'ambassade de France, en fait, ils ont vidé l'hôpital des patients et tout ça, mais le personnel est resté en place et il a continué de fonctionner. Il ne s'est jamais complètement arrêté. Donc, ce qui me semble intéressant à souligner là-dedans, c'est que, je pense, contrairement à James Steiner, que les Khmers rouges font, dans ce cas-là, font ce qu'ils disent qu'ils font. Je vais vous expliquer un peu plus précisément ce que j'entends par là. Là, je vous montre une carte de la ville dans laquelle vous avez au milieu S21, c'est-à-dire le territoire occupé par la police politique du régime. S21, j'ai fait ma thèse là-dessus, donc j'ai travaillé sur ce territoire. Et vous voyez la place qu'il occupe. Je vais vous montrer une autre carte. Alors à gauche, vous avez la carte de James Steiner, ici. Et donc en rayé, par exemple Stung Menchai ici, vous avez, c'est marqué Production Areas, c'est-à-dire un espace de production. À Stung Menchai, il y a des usines, il y a des rizières, il y a de tout, mais on est dans les faubourgs de Phnom Penh. On n'est déjà plus dans le centre de Phnom Penh. Et je vous ai mis à côté, ici, à droite, là, une carte où j'ai relevé dans le centre de Phnom Penh les bâtiments qui étaient utilisés par le gouvernement en place, les lieux, par exemple, comme le stade olympique, qui est un lieu où il y a des réunions, où il y a des formations, des meetings, etc. Des hôpitaux, enfin voilà, quelques lieux. Mais ce que je trouve assez stupéfiant quand on regarde la carte, c'est la place que prend, en fait, ce territoire de S21, de cette police politique. Et j'ai voulu la mettre en regard avec la carte de Steiner, parce que il me semble qu'en ayant au cœur de la ville qu'ils ont voulu dépeupler et qu'ils ont voulu effacer et anéantir, ils y mettent en plein milieu ce territoire immense de S21 dont la mission est d'anéantir l'ennemi, enfin vraiment de se débarrasser de l'ennemi et de l'effacer. C'est pas seulement une question de disparition des corps, il y a aussi tout un appareillage autour de la fonction des aveux pour aussi réécrire en fait l'histoire de ceux qui ont été prisonniers, effacer leur histoire initiale. Et donc il y a une entreprise qui s'appelle, une institution qui s'appelle S21, qui est en contact quotidien avec les dirigeants
et qui est une entreprise de mort et qui est placée au cœur de cette ville que les Khmers rouges ont tenté d'effacer. Donc voilà, c'est pour moi, c'est assez emblématique de ce qui s'est passé. C'est pour ça que j'avais envie de vous parler de la prise de Phnom Penh, parce qu'à mon sens, l'anéantissement de l'ennemi qui s'opère à S-21, mais pas seulement à S-21, puisqu'il y a tout un appareil sécuritaire qui se met en place dans le pays, cet anéantissement de l'ennemi, il est préfiguré par l'anéantissement de la ville. Et je crois que je vais m'arrêter là-dessus. Je ne sais pas si je suis dans les temps. Je n'ai pas regardé l'heure, mais... Merci beaucoup Anne-Laure. Est-ce que on va faire circuler un micro? Est-ce que vous avez des questions peut-être à poser? Anne-Laure. Bonjour, merci pour cette conférence. On a vu des photos prises par des journalistes étrangers, donc je voulais savoir quelle était la présence de la presse étrangère. Enfin, est-ce qu'il y a eu des étrangers qui ont pu prendre des photos juste au début du régime, ou est-ce qu'il y en a eu pendant... Enfin, est-ce que le pays était fermé aux étrangers, ou voilà, est-ce que... Et j'imagine bien qu'ils sont... Enfin, j'imagine qu'ils sont pas allés dans les camps de travail, dans les campagnes, mais est-ce qu'ils sont restés dans les villes? Et plus généralement, comment est-ce que ça a été vu de l'étranger, dans les médias étrangers, et voilà. Alors, la présence des journalistes étrangers, en fait, elle est très courte parce qu'ils sont à l'ambassade de France, donc ils vont partir avec les convois de l'ambassade de France. Donc, en fait, début mai 1975, il n'y a plus de journalistes étrangers dans le pays. Vous avez en 1978, la situation géopolitique évolue. Il y a une guerre. Les tensions sont très fortes avec le Vietnam, et donc le régime va essayer d'ouvrir un petit peu la porte et va accepter que viennent quelques journalistes. Alors souvent des pays amis. Mais pas que. Donc, Elisabeth Becker fait partie de ces rares personnes qui ont pu entrer au Kampuchea démocratique. Alors, ils sont guidés, quoi. Enfin, guidés, encadrés. Ils peuvent pas aller où ils veulent. C'est difficile de communiquer avec les Cambodgiens. Alors, ils sont emmenés. Hein, il y a un parcours typique de celui qui vient en voyage. Mais voilà, c'est hyper cadré, et c'est très difficile pour eux de discuter avec des paysans cambodgiens. C'est des paysans qui vont être choisis. Donc c'est compliqué, très compliqué. Mais dans les images qui sont tournées, notamment les images qui sont tournées par une équipe yougoslave en avril 78, ces images sont montées et puis elles sont montrées. Et en fait, elles sont aussi montrées au Kampuchea démocratique. Et quand les Khmers rouges voient ce film, ils se décomposent pendant la projection, parce qu'en fait, on voit quand même des choses, malgré ce contrôle qui est imposé. L'image n'est pas si reluisante. Donc ils vont être un peu ennuyés par ce film. Ils vont être un peu ennuyés. Vous avez des visites, alors pas nécessairement presse, mais de délégations de pays amis, des délégations où vous avez quelques personnes qui vont faire des photos à ce moment-là. Mais il y a toujours cette contrainte de l'accompagnement. Les photos d'Elisabeth Becker au marché, c'est aussi parce qu'elle connaît le pays. Mais elle raconte dans ses écrits, elle raconte que elle se fait rabrouer quand elle sort toute seule dans la rue. Elle n'a pas le droit, et c'est angoissant pour elle, très angoissant.
Mais il n'y a vraiment pas beaucoup, en fait. Pas beaucoup d'images de cette période. À part les images faites par les Khmers rouges eux-mêmes, mais bon, c'est pas le même acabit. Par rapport au triptyque qui était donc dépeuplé, ruraliser, détruire. Sur le deuxième point de ruraliser, c'était assez saisissant les photos avec justement les plantes un peu partout. Est-ce qu'il y a des vestiges de ça aujourd'hui? Enfin, est-ce qu'il y a encore toutes ces plantes partout à Phnom Penh? Du tout. Pas du tout. Et du coup, il y a une volonté de tout défricher après. Et quel est le rapport du coup des Cambodgiens d'aujourd'hui à la nature en ville? Alors, il est complètement à l'opposé, en fait. Non, il n'y a pas de traces de cette période-là sur la nature. Il y a une très forte volonté des Khmers rouges de dominer la nature, de la contrôler. Ils sont vraiment dans cet état d'esprit-là. Non, aujourd'hui, on ne voit plus rien. Et même aujourd'hui, Phnom Penh, je vais vous montrer une image. Là, je peux montrer une autre image. Voilà, ça, c'est une image 79. Et ça, c'est une image que j'ai faite en 2018. Et je peux dire que j'ai oublié de la faire cette année, de refaire une image au même endroit. C'est encore plus haut. Il y a encore plus de bâtiments hauts et tout. Et en fait, dans Phnom Penh, c'est plein de voitures, et donc voilà, la ville pousse comme avec l'idéal de Singapour, avec l'idéal de grandes villes en Asie du Sud-Est. Et donc, il n'y a pas de parc, il n'y a pas d'arbres. Dans la rue où j'habitais au Cambodge, à plusieurs reprises, les arbres ont été coupés, et l'argument qui était donné, c'était qu'il fallait protéger les voitures en cas d'orage, que les branches ne tombent pas. Donc, du coup, il n'y a pas d'arbres. Et il n'y a pas d'arbres, donc il fait plus chaud, et les gens s'en rendent compte. Mais voilà, le rapport à la nature dans la ville est très compliqué, parce qu'il y a cette croissance très forte, et puis en même temps cette volonté de faire du gratte-ciel, d'être dans l'image d'une ville moderne. Alors je ne sais pas, il y a eu aussi, très récemment, un changement d'aéroport, c'est-à-dire que l'aéroport que vous avez vu sur la carte que je vous ai montrée tout à l'heure n'est plus en service depuis le début du mois de septembre. Maintenant, l'aéroport est situé à 25 km au sud de Phnom Penh. Et donc, il y a des discussions, j'ai entendu des rumeurs, je ne sais pas ce qu'il en sera, mais que cet ancien aéroport serait préservé, et peut-être pour qu'il y ait un parc. Mais voilà, c'est pas gagné. Au sein de la paysannerie cambodgienne, quelle est la part de coercition et d'engagement vis-à-vis des Khmers rouges pendant la période de guérilla et jusqu'à l'exemple des jeunes combattants? Est-ce que ce sont des combattants qui sont enrôlés de force? Je parle des adolescents. Ou c'est des politiques de prédation que met en place Pol Pot? Et deuxième question, je crois que l'Angkar se révèle son identité en 77, 78, je ne sais plus. Oui, alors je vais rebondir tout de suite. Est-ce qu'il y a quelqu'un encore en 77-78 qui ne sait pas que l'Angkar est le Parti communiste? C'est une question ingénue, mais est-ce que la population cambodgienne sait depuis toujours, même depuis 75, tout le monde sait que l'Angkar c'est le Parti communiste? Eh ben, peut-être que... Il y a quelqu'un qui veut vous répondre sur précisément cette question. Est-ce que... Mais pour répondre à votre question, en attendant que le micro passe, pour répondre à votre question sur
Lankar se révèle en 77. En fait, ce qui se révèle, Lankar est toujours là. Ce qui se révèle en 77, c'est que Pol Pot est la figure de guide de Lankar. Voilà. Et ça s'inaugure par un discours de Pol Pot qui dure 5h30 à la radio et qui fait, en fait, quand il fait ce discours, il fait une histoire du Parti communiste du Kampuchea à sa sauce, hein, parce qu'elle est tronquée, transformée. Il y a du mensonge partout. Enfin, c'est vraiment une histoire complètement biaisée. Mais c'est ça qui inaugure, en fait. C'est ça qui accompagne l'officialisation de son poste. C'est là qu'il devient une figure. Et c'est pour ça qu'en général, les gens disent voilà, on sait qui est Lankar à partir de 77. Mais Lankar, c'est Pol Pot, mais c'est pas que Pol Pot. Il y a aussi un aréopage de personnes autour de lui. Mais c'est pour ça qu'on parle de 77. On parle de ce discours en septembre 77, qui est le marqueur. Je vous laisse répondre. Bonjour tout le monde. En fait, à l'époque où le Parti communiste cambodgien a été officiellement déclaré, moi j'étais dans les camps Tialat. Les camps Tialat, c'est-à-dire, j'appelle ça des brigades de production. C'est tous les jeunes adolescents qui ne sont pas encore en âge de se marier. Quand ils sont en âge de se marier, ils sont mariés d'office. Et donc en général, on trichait sur nos âges. Et donc on était dans des rizières, dans un coin qui s'appelait Vilogne, pas très loin de Battambang, de Phnom Sampel. Et un jour, on nous a dit qu'il fallait on a été sélectionnés. Il y en a qui sont restés dans les rizières, là, dans les campements, et d'autres ont été priés de s'apprêter. Donc on a essayé de mettre les vêtements les moins en loques qu'on avait. Et puis on nous a fait retraverser. Donc Vilogne, c'est une espèce de plaine entourée de montagnes. Donc on nous a fait sortir de ce coin de rizières gigantesques. Et on nous a fait revenir sur Phnom Sampel. Donc nous, on était dans des centaines. Et on venait un peu de partout parce qu'on se croisait sur les routes, etc. Et quand on est arrivé pas très loin de Phnom Sampel, on nous a rangés en file. Et on nous a, arrivé comme pour un défilé. Et comme on n'était pas suffisamment nombreux, ils ont essayé de jouer sur la perspective. Donc, les plus grandes, par exemple, moi, je faisais partie des plus grandes, parce que je suis métissée, en fait, et donc je suis plus grande que la moyenne des Cambodgiennes. Donc, moi, j'ai été placée devant, et je me suis retrouvée avec un drapeau rouge, un petit drapeau. Si, je connaissais d'avant. Et on nous a comme ça distribué des fanions. Et on s'est retrouvés donc dans le bourg de Phnom Sampel, où il y a eu des réunions, des meetings, des slogans, des haut-parleurs, des chants communistes, des slogans révolutionnaires. Et on nous a fait attendre pendant des heures. Et dans les slogans, ils annonçaient systématiquement le PA communiste Kampuchea, c'est-à-dire le Parti communiste cambodgien. Or, les filles qui étaient avec moi, donc, qui étaient des brigades de production, donc ce sont des paysannes ou des filles des villes. En général, quand on est Kantialat, c'est qu'on est peuple nouveau. Et donc, j'étais assise à côté d'elle. Et puis, les filles me demandent, mais qu'est-ce que c'est ce drapeau rouge? Parce qu'en fait, je ne savais pas ce que c'est. Moi, je savais. Mais elle ne savait pas ce que c'était le marteau et l'enclume. Elle ne savait pas ce que ça voulait dire, le pas communé. Donc, elles m'ont demandé. Et je leur ai dit que je ne savais pas. Parce que je préférais rester incognito, quoi. Et donc, j'ai dit, je ne sais pas ce que c'est. Je ne comprends rien du tout. Mais j'étais là. Et en fait, ça a été la grande fiesta. On a eu à manger. Hein. Mais est-ce que on a eu vous de la soupe avec de la viande dedans. Est-ce que à ce moment-là, vous associez Lankar et pas communique Kampuchea? Ah oui, moi je savais pour tout vous, ça. Je savais tout ça déjà.
Puisqu'en fait, j'ai un vécu un peu particulier, quoi, puisque j'avais vécu en France, à l'étranger avant. J'ai vécu au Cambodge et j'avais déjà 18-20 ans, donc j'avais déjà, comment dirais-je, suffisamment de connaissances à l'époque. Oui, et j'ai aussi vécu un peu dans les pays de l'Est. Donc, j'étais pas vraiment surprise, mais vu l'ambiance, j'ai fait celle qui connaissait rien, qui comprenait rien. J'ai fait comme tout le monde. Et en fait, les gens ne savaient pas. La population, bon, à part les Khmers rouges eux-mêmes, et encore, dans les Khmers rouges, parmi les Youtiers, il y en a qui étaient vraiment paumés. Ils ne comprenaient rien du tout, ils ne savaient pas ce qui se passait. On connaissait que l'Anka et l'Ankale, donc l'organisation suprême, et tout ce qui était associé au communisme. Et je dirais que la majorité des gens ne savaient pas ce que c'était. Enfin, en tout cas, moi, dans le coin où j'étais, c'était comme ça. Je suis d'accord avec elle. Ce qui caractérise le caractéristique du parti des Khmer Rouges, c'est le secret. Donc, en principe, même dans les rangs des Khmer Rouges, le Parti communiste et l'Anka, on ne sait pas qui. Et Pol Pot, c'est seulement plus tard qu'on sait que Pol Pot était vraiment un dirigeant du Parti communiste. Et très peu de gens savent qui est Pol Pot. Qui était Pol Pot, on ne sait pas. Encore une fois, c'est ce qui est important durant le régime du Khmer Rouge, c'est le secret. Et Pol Pot, dans l'organisation Khmer Rouge, il faut toujours garder le secret. Et je pense que seulement une petite partie des gens autour du Khmer Rouge qui savent vraiment ce qui est Pol Pot et qui veut faire Pol Pot. Et les autres ne savent pas. Je vais répondre à votre autre question sur l'engagement. Alors, ma réponse, elle est un peu... Comment dire moi, ceux sur qui je travaille, c'est ceux qui ont travaillé notamment à S21. Enfin, c'est ceux-là que j'ai suivis. Et dans les jeunes qui ont rejoint la Révolution et qui sont devenus gardes ou qui ont cultivé la rizière pour S21, il y a de tout, en fait. Il y a des gens qui étaient dans une famille où il y avait déjà des grands frères ou des grandes sœurs qui étaient engagés dans le maquis et donc avaient envie de rejoindre. Il y a des gens qui ont été contraints parce que ils pouvaient pas être... Ils étaient dans les villages et puis il fallait un enfant par village et donc il fallait y aller. Et puis il y en a pour qui c'était... c'est des choses dont on parle moins, mais pour qui c'était l'aventure, en fait, de partir avec les voisins, les cousines. Je parle dans les villages sur lesquels j'ai travaillé, qui sont des villages et des bastions Khmer Rouges, en fait, qui sont pas les derniers engagés dans la Révolution, évidemment. Mais il y a de tout. Mais vous avez des gens qui ont ces aspirations, alors qui ne sont pas forcément très... qui ne vont pas avoir une pensée politique très, très poussée, mais qui vont avoir envie d'égalité, de justice sociale, d'une vie meilleure. Enfin, voilà, il y a quand même ces choses-là qui les motivent. Vous avez aussi tous ceux qui s'engagent parce que quand Sihanouk a été destitué, il a appelé très rapidement après, il a appelé son peuple à se rebeller contre la République. Et c'était une personnalité populaire, c'était le père de l'indépendance. Et donc ça a aussi motivé en fait une partie des Cambodgiens à rentrer dans le maquis. Et ça a grossi les troupes
des Khmers rouges qui n'étaient pas sur le terrain, qui n'étaient pas très nombreuses. J'espère que je réponds à votre question. Bonjour, merci. J'ai 2 questions. Vous nous avez montré la photo de la Banque centrale détruite en spécifiant que les Khmers rouges avaient aboli l'argent, en tout cas éliminé l'argent. Je voulais savoir, comme c'est une des rares fois où ça s'est passé dans l'histoire, quelles conséquences ça avait eu. Enfin, d'abord, est-ce que c'était vraiment arrivé et quelles conséquences ça avait eu sur la vie quotidienne et concrète des gens? Et puis ma deuxième question, vous parliez à l'instant d'engagement, en tout cas de certains. Est-ce que il y a eu, comme c'est parfois arrivé dans certaines révolutions ou changements de régime, est-ce qu'il y a eu des Occidentaux qui ont, peut-être militants aveuglés, qui sont restés sur place et qui ont accompagné cette prise de pouvoir et ce régime Khmer rouge qui sont restés sur place? Alors, je vais répondre à la dernière question parce qu'en fait, dans les Occidentaux qui sont restés sur place, il y en a sûrement, mais moi je les connais pas, j'ai pas travaillé sur leur cas et surtout ils sont pas connus comme ayant survécu. Donc, à l'ambassade de France, il y a dans les gens qui étaient à l'ambassade de France, on entend des gens dire ah ben un tel est resté, il voulait soutenir. Mais voilà, pas de traces. Donc je peux pas vous faire l'histoire de ces parcours que je ne connais pas. Vous avez des cas, par exemple, des cas de femmes qui sont restées avec leur mari cambodgien. Mais voilà, ça c'est pas... Enfin, c'est pas des cas... c'est pas forcément... Si vous voulez, c'est pas un engagement... comment dire, très... c'est pas un engagement révolutionnaire, c'est une façon de rester avec ses proches, sa famille. Le cas qu'on connaît de personnes engagées, c'est Laurence Pic, qui était la femme de Sung Si-keun, et donc, mais elle n'était pas là au tout début du régime, elle est arrivée un petit peu après. Enfin, elle n'était pas à la prise de Phnom Penh, je veux dire. Et là, au départ, il y a un vrai engagement révolutionnaire. Mais là, les cas sont rares. Et alors, la question que vous m'avez posée avant, c'était l'argent. L'argent, bah oui, il y avait pas d'argent. L'argent n'a plus circulé du tout. Il y a eu on sait qu'il y a eu des dessins de billets faits, des exemplaires de billets faits par les Khmers rouges, mais ils ont jamais servi. Et en fait, le système, c'était que les Lankars fournissaient le riz et que du coup, les gens travaillaient dans les rizières ou travaillaient dans les champs ou travaillaient dans les usines. Et puis, comme tout était organisé sous forme collective, et ben, les repas étaient pris en commun. Et donc, c'est Lankars qui s'occupaient des repas. Et puis, eux travaillaient et ils venaient prendre leurs repas. Voilà, il y a une organisation comme ça. Donc, il n'y a pas d'argent. En revanche, il y a des systèmes de troc. Et donc, ceux qui arrivent à partir avec un sarong, avec... un bijou, et ben ce bijou, il va servir à acheter un médicament, enfin à échanger en fait un médicament pendant le régime qui va sauver quelqu'un d'autre. Enfin, après il y a des systèmes d'échange entre ce que les uns ont emporté avec eux, ce que les autres ont, et puis quand il n'y a pas assez à manger, ce système d'échange se fait et il est condamné par Lankar. Il est condamné par Lankar, mais il existe. Et il y a, comme dans un système commercial, vous avez des fluctuations des valeurs. Donc ça peut être, le riz peut servir de monnaie d'échange, mais ça peut être une montre, ça peut être plein d'autres choses. Je ne sais pas si vous connaissez la BD qui s'appelle L'année du lièvre de Tian, qui est vraiment une merveille sur le récit de ce qui se passe. Et il a fait un truc génial. Dans une des planches, c'est toutes les valeurs de ce système de troc. Vous voyez les objets et puis vous voyez qu'est-ce que ça vaut en riz, qu'est-ce que ça vaut en... Voilà, comment ça s'échange à partir de l'expérience de sa famille. Voilà. Mais il n'y a pas d'argent du tout. Non.
Kampuchea démocratique. Si vous voulez qu'on continue, merci à vous.